La vérité officielle, c'est que Djamel Zitouni a assassiné les moines tibérines. La réalité, c'est que justement dans cette bataille, à l'époque, en fait, les moines tibérines ont payé les frais d'une bataille franco-française entre Charles Pasqua et Alain Juppé. Le fameux général Mohamed Lahamari, il est venu à Paris, il a dit « Je veux le silence en France, parce que nous allons éradiquer. » Et Charles Pasqua lui a offert le silence. Qu'est-ce qu'il a fait, Charles Pasqua, pour justifier son aide aux généraux algériens que Alain Juppé ne voulait pas donner? Il fallait montrer que la menace, elle était en France aussi. Et vous vous souvenez tous de Folembray, où pendant des jours, on voyait des dizaines et des dizaines d'islamistes arrêtés à l'aube, et c'était un réseau terroriste qui était démantelé. C'était l'opération Chrysanthème. Et tout le monde voyait la menace islamiste à Paris, même autour de Paris. Et tous ces jeunes-là, systématiquement, ont été relâchés sans que personne n'en parle des jours d'après. Le seul sur lequel on a trouvé des éléments probants pour attester de son action terroriste, c'est un bonhomme sur lequel on a trouvé un fax d'un texte revendiquant des attentats. Or, un juge français a décidé de regarder d'un peu plus près ce fax, et il a vu qu'il avait un petit trait qui était significatif d'une machine qui appartient à la DST. Mais, dans l'opinion, une vague terroriste a été empêchée en France. Donc, je vous dis, c'est cette bataille entre Pasqua, qui veut aider les généraux et qui leur a envoyé des armes, des hélicoptères de vision nocturne, des armements sophistiqués, contre l'embargo européen. Et c'est avec ces appareils-là, justement, qu'on a mitraillé les moines. À l'époque, c'était complètement loufoque. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont les services algériens, c'est-à-dire que des diplomates français, des diplomates italiens, des responsables des services secrets disent que la version officielle, c'est du n'importe quoi. Là, ils ont commis peut-être le crime qu'ils n'auraient pas dû, le crime de trop. En fait, c'est le DRS, c'est l'actuel patron de la sécurité militaire algérienne qui voulait s'amuser un petit peu. C'est tout faire Mdiane. Il ne fallait pas qu'il soit seul il fallait pas qu'il soit seul à se présenter, donc il lui fallait un challenger crédible. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait croire à tout le monde que Ben Fliss allait remporter les élections contre Bouteflika. Et beaucoup de gens y ont cru, dont Ben Chikou. Et une autre personne qui s'est fait complètement embobiner, c'est Florence Baugé, la spécialiste du Maghreb au monde, hein, qui décrivait l'Eldorado en Algérie, Ben Fliss va gagner, etc. Et puis Ben Fliss, il a eu, je crois, 3%, et Bouteflika, 99%. Et donc, dans le livre de Ben Chikou, qui avait à ce moment-là tiré à boulet rouge sur ce système, dès que Bouteflika a été élu, il s'est retrouvé en prison, on a démantelé son journal. Ils ont dit, hein, dans le matin à l'époque, des choses très très courageuses. Hein. Ils ont par exemple décrit la répression des gendarmes dans les Aurès, dans les événements des Aurès, où Béchico a dit des choses très courageuses. Il a dit que la gendarmerie avait pratiqué des actes que même l'armée française, au pire de son action, n'avait jamais osé. Hein, aller sodomiser des enfants devant leurs parents, violer, prendre des familles et violer tout le monde, comme ça, le fils devant la mère, etc. Et donc, il s'est retrouvé en prison, il a eu largement le temps de réfléchir, il fait un mea culpa un petit peu... Et puis,
sa solution dans son livre, c'est de dire il faut que l'armée revienne pour nous débarrasser de Bouteflika. En 1998, la terreur a atteint des proportions incroyables, tout simplement parce que, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'il y a une montée en puissance du terrorisme, c'est que ça répond à un événement. Revenir un petit peu en arrière, en 1962, Ben Bella, couvert par Boumedienne, prend le pouvoir. Ben Bella s'aperçoit très très vite qu'il est encadré par des loups. Il décide de remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Il a commencé à négocier avec ses opposants en 1965. Coup d'État, il est éliminé et Boumedienne, qu'il devait enlever de l'organigramme de l'armée, prend le pouvoir. En 1976, Boumedienne s'aperçoit que le pays est gangréné par cette cinquième colonne, il l'appelait, envoyée par De Gaulle pour... C'est le discours d'un ancien ministre qui s'appelle Blaïd Abdeslam, qui était le bras droit de Boumedienne. Donc, Boumedienne s'aperçoit que le pays est gangréné. Il décide de demander à tous ses ministres de faire une déclaration de leur richesse. Quelques temps après, il meurt d'une maladie inconnue jusque-là. Personne n'avait... C'est une maladie qui a pris son nom, à laquelle on a donné le nom du médecin qui a soigné Boumedienne et dont on n'a plus jamais entendu parler depuis d'ailleurs. En 1991, Chedli comprend ce qui se passe autour de lui et décide de réorganiser des élections démocratiques. Coup d'État, on l'élimine, on met des généraux. Et puis on met d'abord Boudiaf, qui accepte de jouer le jeu. Et puis à un moment donné, il a dit, bon ben, je vais organiser des élections, je vais lancer des enquêtes contre la corruption. Pof, on lui tire, on l'élimine devant des caméras du monde entier. Président Zeroual, qui joue le jeu de l'éradication du terrorisme, puis à un moment donné, il a dit, bon ben, on ne va pas faire ça toute notre vie. Il faut faire revenir un petit peu vers le peuple. On décide de l'éliminer, et c'est à ce moment-là justement que se goupillent les ambitions de Juppé d'assainir un petit peu les rapports avec l'Algérie. Et donc après les événements de 98 où il y avait des meurtres de masse, mais massifs autour d'Alger, dans les régions les plus sécurisées d'Algérie, il y avait des éliminations de centaines, et parfois 1000 en une nuit. On égorge 1000 personnes en une nuit, en quelques heures, encadrées par des chars de l'armée. La population qui à Ben Talha, la population qui entend des explosions dans le quartier de Ben Talha, ils arrivaient pour aider, secourir cette population. L'armée leur demandait de repartir, les empêcher d'y aller. Il y avait des gens qui étaient dans les massacres, qui parvenaient à fuir, ils arrivaient chez les militaires et les militaires leur disaient de repartir. Tout ça, tout le monde le sait. Et la vérité officielle, c'est que c'est le GIA. Tout comme aujourd'hui, l'un des territoires les plus riches en minerais du monde, le Sahel, est contrôlé par une centaine de gens qu'on dépeint un jour comme des analphabètes dérangés mentaux et le lendemain comme des stratèges de haute voltige. Ils contrôlent un territoire grand comme l'Europe à 100. Il y a l'armée algérienne, l'armée nigérienne, l'armée malienne, l'armée mauritanienne, l'armée marocaine, l'armée américaine, les services français, les services anglais, les services japonais. Toutes les forces de police et militaires du monde entier sont là, dans un endroit, et il y a 100 terroristes qui sèment la terreur. Les intérêts d'Al-Qaïda au Maghreb et les intérêts de cette caste au pouvoir, donc les services algériens, sont les mêmes, tout simplement parce qu'ils relèvent d'une même organisation.
Alors forcément, à ce niveau-là, si vous êtes à ce niveau de perception des choses, oui, c'était une chronique d'une catastrophe annoncée. Mais quand on voit le nombre de gens parmi les plus admirables qui ont soutenu de manière indéfectible ce régime, catastrophe après catastrophe, cri de colère contre cri de colère de la part de quelques rares politiques comme M. Ahmed, mais de la part de la société algérienne aussi, eh ben, on se dit que oui, maintenant, c'était une catastrophe annoncée. Mais on l'a annoncé tellement de fois que... Depuis l'indépendance, massacre, massacre, éradication, massacre et éradication. Et la population aujourd'hui est dans un état, mais démolition absolue. Et ça explique partiellement que l'Algérie, qui est le pays le plus frondeur de la Méditerranée, se retrouve aujourd'hui étrangement silencieux.